week-end de retour à la normale, on était du côté de Suzuka au Japon, Red Bull l'a emporté, nouveau doublé, mais il y a des motifs d'espoir. Et on en parle tout de suite dans le débrief des pistonnés, le 4e de cette saison 2024, avec mes deux troubadours de d'habitude, le H qui fait passer tous les autres analystes F1 pour des HRT, monsieur Hamza Ramani. Salut Hamza. Bonjour Manu. Ça va, la forme ? Fatigué mais ça va. Ok, on va te redonner le sourire, ne t'inquiète pas. Ah, t'as en face de toi monsieur Brice Germain, qu'il faut d'ailleurs désormais appeler Formule 1. Et j'ai envie de savoir pourquoi. Salut mon Brice, ça va ? Oui, ça va. Non, mais je rentrais de l'émission Winamax, j'étais à côté de l'Olympia, là, je marchais. Et un gars qui passait à côté de moi, il m'a fait « Formule 1 !» Et je me suis dit, mais les gens parlent en mots-clés maintenant, c'est fou. C'est vrai. Alors je le salue parce que c'était gentil de Exactement. sa part. Je pense qu'évidemment, il a oublié mon nom à ce moment-là, puis il a eu 2 secondes. Mais du coup, Formule 1, tu vois. C'est pas mal. Un jour, ça va faire « Tu vois !» Non mais c'est pas mal, j'aime bien. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a besoin d'émissions comme nous, c'est pour développer la parole. Exactement, l'échange social entre les gens dans la rue, c'est toujours Mais je le important. salue, c'est super gentil. Bien sûr qu'on le salue. C'est super gentil, mais il a été pris de court, je pense. C'est ça. Formule 1 ! Peut-être qu'il y avait un hôtel Formule 1 derrière toi et il était... Boulevard des voilà. Capucines, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est rare, t'as raison. C'est vrai que c'est plutôt Ça rare. dénoterait un peu quand même. Vous avez passé un bon week-end de Formule 1 les gars ? Ouais, un meilleur dimanche qu'un samedi, hein. Mais ça s'inverse cette année, j'ai l'impression quand même. Hein. Ouais. J'ai regardé la qualif l'après-midi parce que je dormais. Dimanche, j'avais la flemme, mais bon, fallait faire l'effort. Écoute. Et juste avant, tu t'as dit meilleur analyste. Ouais, j'ai mis. J'ai la flemme. Il fait passer les autres pour des HRT. Bah, ils ont. Les HRT sont vraiment. Mais il est derrière. comme Red Bull, il a pas besoin de forcer pour être bon. C'est ça. Exactement. Et que pourtant, la concurrence revient fort là cette saison. Attention à ne pas rester sur ses acquis. Ouais, exactement, se reposer sur ses acquis. Les gars, on regarde le sommaire de cette émission. De quoi on va parler dans ce débrief du Grand Prix du Japon ? Le doublé de Red Bull, mais il y a un mais. Attention, sortie de camion, Alpine, encore un pas en arrière. On va parler de la situation de l'écurie française qui nous inquiète. McLaren, on parlera aussi également de cette stratégie ratée, de ce rythme qui nous a un petit peu inquiété. Et puis, on parlera surtout de l'un de vos chouchous, Yuki Tsunoda. Est-il enfin devenu bankable, lui qui a inscrit un point pour son Grand Prix national, c'est quand même important de le préciser. Je sais que vous avez hâte d'en découdre, on a beaucoup de choses à parler. Alors mon Polo, on lance le jingle et on y va. On se replonge justement dans le classement de ce Grand Prix du Japon, 4e manche du championnat du monde 2024, 57e victoire de Max Verstappen, le 31e doublé dans l'histoire de Red Bull. Le 3e podium c'est Carlos Sainz dans cette saison. McLaren et Alonso terminent devant Mercedes, on commence à s'y habituer. Tsunoda à domicile complète les points. Je voulais juste vous partager les gars ce petit graphique, le graphique des temps moyens, des rythmes moyens concernant toutes ces écuries. On voit bien, et on va l'aborder dans le premier enseignement, que Ferrari quand même se rapproche de Red Bull et il y a quelque chose qui inquiète et on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est ce rythme très 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 hétérogène du côté de chez Mercedes. Ce rythme de Mercedes, en fait, ça vient corréler avec le fait que la voiture est capricieuse. Si la voiture est capricieuse, ça veut dire que sur le temps d'une course, à savoir 1h30, les paramètres de fonctionnement de la monoplace sont très divers et du coup, elle rentre moins régulièrement que par exemple que la Ferrari, la McLaren et encore plus la Red Bull dans sa fenêtre optimale d'utilisation. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des Mercedes qui parfois sur certains relais ou même aux essais libres par exemple nous paraissent extrêmement fortes, mais sur la durée d'une course, surtout en plus quand tu as 2 arrêts, 3 relais, c'est trop pour Mercedes pour être à l'optimum tout le temps, en tout cas pour le moment. Et ça nous montre des écarts de rythme abyssaux qui les amènent à une 7e et 9e place qui sont honnêtement aujourd'hui la position de la Mercedes. Exactement, on le voit en qualité bien sûr de 5e force. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce graphique qui te fait réagir mon cher Hamza ? Plus que le rythme, c'est l'impressionnante transformation de la Ferrari dans l'utilisation et surtout la dégradation des pneus. C'est l'équipe, en tout cas sur ce Grand Prix, notamment avec Charles Leclerc, qui dégrade le moins ses pneumatiques. Et c'est forcément prometteur lorsque l'on sait que sur ces 2 dernières saisons, ça avait été le principal problème pour la Scuderia. Et tu te rends compte que une voiture qui ne dégrade pas, c'est une possibilité d'avoir une possibilité stratégique en plus qui s'ouvre à toi. Et Charles Leclerc l'a parfaitement exploité. Et c'est quelque chose qu'il a senti, puisque c'est lui qui réclame justement ce passage au plan C et à un seul arrêt au moment où quasiment tous les autres s'étaient arrêtés.
Il se retrouve en tête, il voit que la voiture dégrade peu. Il est en discussion, il a besoin de convaincre parce qu'au début on lui dit on va peut-être rester sur le plan B. Là aussi, l'apport de Frédéric Vasseur, on est désormais dans l'échange avec le ressenti pilote. Le pilote pense ça, on y va, et ça a marché. Et bien justement, on va en parler dans le premier enseignement. On a décidé de mettre en parallèle la situation de Red Bull à celle de la Scuderia Ferrari. Les deux ont été impressionnants ce week-end, il faut le dire. Retour à la normale. Red Bull a fait un nouveau doublé, mais honneur au vainqueur pour commencer. Red Bull, maître de Suzuka, ce tracé qui fait la part belle à l'aéro, et le bijou RB20 n'a pas fait exception. Red Bull qui amenait quelques améliorations, mais pas encore le fameux concept sans ponton fantasmé par beaucoup. Ils n'ont peut-être pas eu besoin, parce que leur domination a été sans partage. Ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas eu d'ailleurs Verstappen et Perez en première ligne depuis le Grand Prix de Bahreïn 2023. Et puis pendant la course, pas une seule fois ils n'ont été inquiétés, seuls dans leur propre monde. Au final, 3e victoire de Verstappen, 3e doublé de Red Bull en 4 courses. Ça donne une idée dans la course au titre concernant cette saison. Mais on retiendra aussi que Ferrari a encore pu affirmer son statut en 2024. Sur un circuit où elle est habituée à souffrir, la Scuderia a montré qu'elle avait fait un immense bond en avant à l'intersaison, notamment en rythme de course. 20 secondes gagnées par rapport à la course de l'an dernier, c'est 50% quand même du retard rattrapé, du rythme et toujours une meilleure exécution. La parfaite stratégie qui permet à Sainz de monter sur le podium. Et tu en as parlé, Hamza. Leclerc, cette remontée de la 8e à la 4e place, 2 pilotes sur des stratégies décalées qui ne se sont donc pas gênés. Et mine de rien, la Scuderia n'est qu'à 21 points de Red Bull. Qui l'eût cru il y a encore quelques semaines, les gars. Et puis la Scuderia a surtout le double de points de l'année dernière. Ouais. Je crois qu'ils sont à 120. Tout à fait. L'année dernière, ils étaient à 62 au bout de 4 courses, il me semble. Bien miné par un début de saison de Charles Leclerc compliqué, mais oui, moi je trouve ça impressionnant la façon dont aujourd'hui Ferrari n'est pas à la lutte avec Red Bull, mais Ferrari a une voiture qui marche partout, et c'est le plus important pour derrière avoir cette fenêtre d'optimisation qui soit plus large que des McLaren, des Aston Martin et des Mercedes, pardon. Donc aujourd'hui, la base saine de Ferrari leur permet pour le prochain package de viser, je pense, haut, et pourquoi pas viser la lutte sur certains circuits avec Red Bull. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes statistiquement les choses, Red Bull, effectivement, tu l'as dit, 3 doublés, parce que tu as un Perez qui a pris la saison d'un bord différent que les années précédentes. Donc tu as Perez qui met les points en plus de ça. Mais à côté de ça, tu as 3 podiums en 3 courses de Carlos Sainz. Quand Carlos Sainz n'était pas là, Leclerc fait 3e et il y a double podium en Australie. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur 4 circuits différents, avec des typologies assez différentes aussi, on n'a pas encore vu vraiment de circuit lent. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui peut matcher les Ferrari derrière. Et en plus de ça, un gros package d'amélioration arrive. Sincèrement, je pense qu'il va falloir compter sur Ferrari à partir de la mi-saison. À la lutte avec Red Bull, ce sera peut-être déjà trop tard, mais je les vois vraiment revenir. C'est très sain, et c'est beaucoup plus sain que 2022 ou 2023 sur n'importe quelle écurie qui pourrait être en runner-up, on va dire, en challenger de Red Bull. Autre point, les pneus, comme l'a dit Hamza. À l'heure actuelle, Red Bull, à mon avis, et ça se trouve, vous allez me détruire en commentaire, mais je m'en fous. On est là pour ça. À mon avis, Red Bull a de la chance d'avoir eu des circuits où il n'a pas fait vraiment chaud. Parce que Bahreïn et Arabie Saoudite, c'est de nuit. Australie, il a fait un peu plus chaud le dimanche, mais c'est tout. Et là, au Japon, il faisait pas très chaud. Ouais, les températures ont chuté pendant le Grand Prix. Voilà. Perez a eu des problèmes avec ses gommes. Verstappen a eu des problèmes de sous-virage en début de course. Les seuls qui n'ont pas eu de problème avec leurs pneus en début de course et qui ne se plaignent pas du premier relais, c'est Ferrari. Et si justement Leclerc peut appliquer cette stratégie, c'est parce qu'il peut être et performant et économe sur ce pneu médium, alors que personne n'a réussi à l'être. Et ça, pour moi, lorsqu'on va arriver sur une phase de Grand Prix chaud, attention Red Bull. Parce qu'on l'a vu une fois en Australie, et en Australie, ils n'étaient pas sereins. J'ai jamais entendu autant d'optimisme sur ce plateau après un doublé de Red Bull. Est-ce que c'est un optimisme que tu partages, toi, Hamza ? Je suis encore avec le frein à main. Pour plusieurs raisons. La première, j'attends de voir une lutte en course entre Red Bull et Ferrari. Encore une fois, quel est le rythme de Max ? Max, à 3 tours de la fin, il a signé le meilleur tour de la course
en augmentant son rythme d'une seconde. Est-ce que ça veut dire qu'il a une seconde ? Peut-être pas une seconde, mais ça veut dire que potentiellement il a 5, 6, 7 dixièmes encore sous le pied par tour sur un relais de fin de course. On parle de catcher Red Bull, pas Perez, pas Max encore. Perez, sur ce début de saison, je trouve qu'on passe sous silence son très bon début de saison. C'est vrai, t'as raison, on n'en parle pas assez. Ce qu'il fait en qualification, j'ai pas vu faire ça la saison dernière. Ce qu'il fait en qualification, c'est bon. De toute façon, il retrouve la première ligne. C'était une première depuis Miami l'année dernière. Enfin, faut quand même se rendre compte de l'absurdité de la chose, mais manifestement, on l'avait là aussi peut-être tendance à l'oublier. Bahreïn 2023 quand même, pour retrouver la trace de 2 Red Bull en première ligne. Moi, quand j'ai revu cette stat hier, j'ai quand même assez halluciné. À savoir le domination qu'ils ont eu, quoi. À savoir le moment où la RB19 est pas encore accentuée sur les réglages de Max. Exactement. On sait pas à la RB20 comment ça va évoluer. Et puis, il y a un élément qui est uniquement dépendant de Ferrari, c'est les samedis, les qualifs. Tu peux pas te permettre de partir 7ème, 8ème, 9ème sur une qualif, soit ratée à cause d'une erreur d'un pilote, ou soit parce que tu n'as pas réussi à mettre les gommes en température, soit parce que pour tout un tas de raisons possibles, que tu peux entendre. Mais si tu ambitionnes de chercher à la régulière Red Bull, même sur la fin de saison, parce qu'au final, j'entends les discours, notamment celui de Charles Leclerc, qui il estime que c'est trop tôt pour jouer le championnat constructeur, mais pourquoi pas après tout, si ça peut être une bonne surprise. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en termes de points, Ferrari maximise tout, parce que Ferrari n'aurait, à mes yeux en tout cas, à mon sens, pas pu faire mieux que 3-4, même en partant plus haut sur la grille. Maintenant, quoi qu'il arrive, il va falloir partir plus haut et voir ce que peut donner une lutte sur stratégie différente ou pas, sur un rythme de course différent avec Red Bull. Et tant que j'ai pas ça, moi je n'irai pas sur le... C'est un petit tir à Charles Leclerc là, que tu viens de nous mettre. Parce qu'on sait qu'il a des difficultés sur ses 2 derniers Grands Prix à justement mettre ses gommes en température, en tout cas dans la bonne fenêtre d'utilisation. C'est pas inquiétant parce que ça a toujours été le point fort de Charles Leclerc, les qualifs. Donc ça reviendra. Peut-être dès le prochain Grand Prix, on verra Charles Leclerc repartir en première ligne ou partir de la 4ème place. C'est pas un problème. Enfin, les écarts, on le dit souvent depuis le début de saison, sont tellement resserrés entre aujourd'hui Aston, Mercedes, McLaren, Ferrari, que tu peux pas te permettre la moindre erreur ou de faire ton tour qualif à 120% des capacités de la monoplace en n'ayant pas 120% de l'utilisation de la capacité d'utiliser tout le jus de ton pneu. Lorsque ça arrivera, Charles Leclerc il se retrouvera aussi à se battre pour peut-être même des pôles, mais encore une fois, j'attends de voir en course. Alors à ce sujet-là, il faut aussi prendre la forêt derrière l'arbre justement, parce que là ça fait 2 Grands Prix qu'on dit que Charles Leclerc se rate en qualification. Charles Leclerc le dit lui-même, moi j'ai fait un bon tour. C'est plus ça qui est inquiétant. Et du coup, si on regarde les données du problème, on peut se dire aussi que si la Ferrari est tant économe que ça en course, c'est parce qu'elle a des problèmes de chauffe en qualif. Et que du coup, ce que tu gagnes quelque part, tu le perds ailleurs. Peut-être que le pari est extrêmement opposé et qu'au final, cette SF24 est la même que la SF23 en inversé en termes de consommation de gomme. C'est-à-dire que vous savez, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est un peu ça. Hein, c'est-à-dire quand tu perds quelque part, tu gagnes ailleurs. Et du coup, peut-être que c'est le pendant positif cette saison de dire, en fait, comme on est meilleur le dimanche, on marque des points, contrairement en 2023. Certes, Charles fait plus de pôle, mais en attendant, les points, Carlos et Charles les mettent. Alors après, il y a cette question de, oui, mais Carlos lui-même, il arrive à la positionner plus haut en qualification. Ça fait 2 Grands Prix, pas 10 non plus. Il faut aussi se demander comment Sainz a consommé ses gommes en course. Est-ce que lui aussi aurait été capable de faire cette course à un arrêt ? Parce que s'il fait cette course à un arrêt, peut-être que là, il peut y avoir match avec Perez qui lui a de gros problèmes de surchauffe de gomme sur la fin de la course. Donc, il y a un équilibre à trouver encore, je pense. Mais cette SF24 est tellement large en termes de fenêtre d'exploitation. Ouais, que je pense que il manquera pas grand-chose. Encore une fois, je dis pas que Ferrari joue le titre et que Charles Leclerc et Carlos Sainz jouent le titre, mais il y a quand même, je pense qu'ils seront à l'affût de façon beaucoup plus certaine que l'année dernière avec des écuries qui pouvaient parfois faire des coups. Là, on va avoir une écurie challengeuse, je pense, toute la saison. Et du coup, Red Bull aura encore moins le droit à l'erreur, à mon avis, parce mais que... challengeuse de quoi ? Des victoires.
On va le voir, tiens, on a des déclats justement de Christian Horner qui s'est exprimé dans l'excellent débrief de Sky Sports hier. Première déclaration par rapport au retour à la normale, il dit c'est formidable de rebondir avec un doublé au Japon, le pays d'origine de Honda, une belle performance, un superbe pilotage de Max et Checo a encore une fois réalisé une solide performance. C'est une belle perf, nous avons monopolisé la première ligne, un doublé, le tour le plus rapide et l'arrêt au stand le plus rapide, donc dans l'ensemble une belle performance d'équipe. Ça, c'est l'hommage à l'équipe, l'hommage à Red Bull. Derrière, il s'est exprimé, toujours sur Sky Sports, il rajoute « Vous pouvez constater qu'il y a clairement une convergence et c'est tout à fait normal lorsque vous avez une réglementation stable. Nous sommes sous pression, même si nous conservons encore un léger avantage. Je suis sûr que cela ne fera que converger au fil de la saison. C'est donc important d'inscrire des points le plus tôt possible avant la course au développement. » C'est intéressant, on l'a jamais entendu s'exprimer ainsi, Christian Horner, sur les 2 dernières années qu'on a vécues depuis le début de la Révolution 2022. Mais je pense que Red Bull est encore plus fort cette année en termes d'optimisation de ce qu'elle a, parce qu'au final, la RB20, à mon avis, est moins dominante que la RB19. Et je trouve que ça se voit dans ne serait-ce que les rythmes de course. Il n'y avait personne qui pouvait catcher qui que ce soit l'année dernière chez Red Bull. Là, il y a des relais où ça se passe et Max doit pas être à 100% tout le temps. Quand Max est à 100%, il fait la différence, mais je pense qu'il est davantage dans une rigueur que l'année dernière où vraiment c'était facile. Je pense que c'est pas aussi facile que l'année dernière pour eux maintenant, et que oui, ils savent que lors de l'arrivée des prochains packages, ils ont moins à gratter que les autres. Et Ferrari, ayant, semble-t-il, trouvé la solution, va normalement aller vers les bonnes évolutions. Et les évolutions que Ferrari peut apporter, peut-être qu'elles vont apporter 4 dixièmes quand celles de Red Bull ne pourront apporter que 2. J'en sais rien. C'est pour ça que d'ailleurs... Où est le plafond de verre des 2 concepts, ça on ne sait pas, bien sûr. C'est ça. Et n'oublions pas que ce week-end, Suzuka est le circuit favorable à Red Bull, avec déjà des évolutions amenées. Ce que n'a pas fait Ferrari. Ferrari termine à 20 secondes. C'est 2 secondes de plus que les McLaren l'année dernière, je crois. Même si les circonstances de course, c'était une quinzaine de secondes pour McLaren. 17, tout à fait. 17 et là, cette année, c'est 20. Mais la différence, c'est qu'on a eu un drapeau rouge tout début de la course et que derrière, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Et en plus de ça, si on a un Charles Leclerc qui, et même peut-être Carlos Sainz, peut faire des stratégies à la Lotus en 2013, parce que comment Raikkonen gagne son Grand Prix d'Australie en 2013 ? C'est vrai, en s'arrêtant une fois. Il n'est pas plus rapide qu'Alonso, il n'est pas plus rapide que Vettel. Par contre, il s'arrête d'une fois de moins. Et à la fin, Alonso le ramasse sans être capable de le dépasser. S'ils arrivent à faire ça cette année, c'est pas 20 secondes de gagner parce qu'on connaît du coup l'écart de performance que tu as quand tu fais un arrêt de moins, mais c'est de précieuses secondes de gagner qui peuvent à minima venir chercher Perez et pourquoi pas à un moment dans la saison venir chercher Verstappen. Mais regardez les rythmes de Leclerc en médium, Leclerc n'est même pas à l'économie. Il roule plus vite que Perez alors qu'il doit aller plus loin sur son relais. Donc ces paramètres-là, encore une fois, je vous dis, c'est des signaux. Ça n'a aucun impact à l'heure actuelle sur la course, si ce n'est de permettre à Leclerc de revenir de 8 à 4. Mais en attendant, ces paramètres-là sont des paramètres extrêmement sains pour qu'au moment où les updates vont arriver du côté de chez Ferrari, je ne serai pas serein du côté de chez Red Bull. Mis à part le fait qu'ils vont emmagasiner des points. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Christian Horner, Hamza, dans cette déclaration? On a l'impression d'entendre Ross Brown en 2009. C'est-à-dire, on prend le maximum qu'on a à prendre sur ce début de saison avec l'avantage qu'on a et on s'attend à un retour en tout cas de Ferrari, ou tu penses que c'est uniquement de la communication, de la prudence? Je pense qu'il se méfie, oui, de Ferrari. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a une marge plus importante que ce que l'on peut penser. Et de ce qu'on voit. Parce qu'à partir du moment où, je le répète, mais qu'on n'a pas vu 100% de la Red Bull en course, 100% de Verstappen en course, a-t-on même vu 100% de Perez en course dans l'exploitation de cette voiture? Tout à l'heure, tu disais que Leclerc était plus rapide que Perez, même lors du premier relais. Sur le premier relais, c'est pas forcément évident. Perez, il fait ses tours, il s'arrête un petit peu, une dizaine de tours, 15-26, il s'arrête 11 tours avant Charles Leclerc. Leclerc, il avait son objectif. Et lorsqu'il passe sur cette stratégie à un arrêt, on lui dit, pas de problème, par contre, tu perds le moins de temps possible, notamment lorsque Max et Norris vont arriver pour te dépasser, ce qui a été le cas. Pas Norris du coup, mais... Si, Norris l'a passé. Mais ça arrête en même temps. Non, la première fois. Non, il n'y a qu'un arrêt pour Charles. Qui passe alors? Il y a Verstappen. Non, c'est Verstappen et Perez. Ouais, voilà ça. Norris passe Norris passe jusqu'à la deuxième place Il n'y a que Verstappen de Perez qui passe et et après Carlos Sainz. C'est pas passé deux. Non, mais non. Leclerc s'arrête qu'une fois, donc c'est forcément là que Norris il tombe dans le panneau.
Oui, d'ailleurs on en parlera de ça. Pour ton plus grand plaisir. Non, même pas. Bref, on en parlera. Mais attise-les. Mais non, je suis très optimiste. Encore une fois, le discours ne change pas sur la manière qu'a Ferrari de faire fonctionner cette voiture, d'écouter ses pilotes. Voilà, on en revient toujours à la même chose, l'environnement instauré par Fred Vasseur. Maintenant, de là à considérer Ferrari comme un potentiel challenger, même pour des victoires à la régulière, c'est un pas qu'aujourd'hui je ne suis pas prêt à franchir. Tu vas attendre un peu. Regardez Frédéric Vasseur, ce qu'il a dit, signe quand même que les choses vont mieux, et on en a déjà parlé dans cette émission. Ce qui marche mieux, la stratégie et en partie la gestion des pneus. Mais quand vous avez le rythme, il est plus facile de gérer les situations. Ça aide à se faire confiance et à être plus calme sur le muret. C'est plus facile de gérer ainsi, et c'est tout le contraire quand on est dans une spirale négative. Red Bull est intouchable encore devant, mais bien moins loin que l'an dernier. Intéressant, je trouve, parce que c'est là qu'on voit que la Formule 1, c'est aussi un sport mental. Mais c'est vrai, et comme quoi, c'est des grands pas en avant, mais vous changez une petite chose à gauche, à droite, un petit peu plus de calme, et mine de rien, la physionomie est très différente. Et cette citation, elle vaut pour le deuxième enseignement qu'on va aborder dans quelques instants. Oui. Toujours très important. Mais en tout cas, si on veut avoir une vue plus générale de ce qui se passe, l'année dernière, tu avais Red Bull, et dans l'eau, tu avais 4 poissons qui regardaient en l'air et se battant pour les miettes. Aujourd'hui, tu as un seul poisson et qui est plutôt sur le bord du bateau. En train de... Donc la situation n'est pas la même. Encore une fois, je ne dis pas qu'il va y avoir une lutte Ferrari-Red Bull, mais par contre, les miettes, elles vont être bien mangées. Et je pense qu'il y aura plus que des miettes. Ce qui est quand même assez prometteur. Et ce qui est aussi prometteur, dernière chose, c'est que si la Ferrari s'oriente vers une monoplace extrêmement économe en gomme, je vous rappelle qu'il y a un certain Lewis Hamilton qui arrive l'an prochain, que de base, il sait piloter de façon agressive sans taper dans les gommes. S'il a une voiture économe et qui peut conduire à 100%, attention. Et je salue aussi, j'en ai pas parlé très rapidement, pour l'instant la gestion de Carlos Sainz. Ça, c'est vrai. On l'autorise à se battre, on lui dit va jouer le podium, il y a encore une place à chercher quand il passe Norris. Il y a Charles à aller chercher. Franchement, j'aime bien. Exactement. On aura l'occasion d'en parler, les gars, de ce duel Carlos Sainz-Charles Leclerc. On prend juste un petit peu de temps, que la saison avance et commence, et puis on tirera les conclusions qui s'imposeront à nous dans quelques semaines. Passons au deuxième enseignement, la catastrophe. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots en tout cas, mais parlons d'Alpine. Encore un pas en arrière. L'écurie française qui arrivait pourtant avec de nouvelles pièces ce week-end du côté de Suzuka, un nouvel aileron avant, de nouvelles écopes de frein, un nouveau beamwing, avec l'objectif bien sûr de dégraisser une monoplace en surpoids. Peu de roulage pour cette Alpine en EL2 qui n'a pas pu tester tout ça à cause de la pluie. Des progrès en qualif avec le passage en Q2 pour Ocon, mais une course absolument dramatique dimanche qui laissait penser à Esteban Ocon qu'Alpine a encore fait un pas en arrière. Mince, c'était possible, nous ne le pensions pas. À minorer peut-être parce qu'un accrochage entre les deux pilotes au deuxième départ arrêté a coûté 8 dixièmes au tour au rythme moyen de Pierre Gasly. Des problèmes de performance, mais des problèmes aussi d'exécution. Je vous invite à écouter les échanges radio sur le deuxième relais d'Esteban Ocon où le muret a complètement perdu les pédales. Un arrêt, 2 arrêts, on ne sait pas, on patauge, on s'y perd. Prochaine évolution promise par Bruno Famin, ce sera pour le Grand Prix de Miami. Est-ce qu'Alpine peut refaire son retard, les gars ? Que peut viser Alpine ? C'est vrai qu'Alpine, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette saison. On nous avait dit d'être attentif et un petit peu attentiste lors de la présentation de la voiture. On l'a été. Maintenant, le problème, c'est qu'on a vu différentes typologies de circuits et qu'on ne sait pas comment cette équipe peut redresser la tête, les gars, sérieux. Surtout que avec la réglementation actuelle, amener une monoplace B, c'est très dangereux parce que ça va te coûter extrêmement cher pour, au final... faut que tu sois sur ton coup, quoi. Et sachant qu'à l'heure actuelle, ils ne comprennent pas. Enfin, ils comprennent, mais ils n'ont pas les solutions encore. Est-ce que ça vaut le coup de faire une monoplace B ? Alors, du coup, que vont-ils faire ? Première chose, réduire le poids de la voiture. Déjà, je crois qu'il y a quasiment une demi-seconde ou même plus à récupérer dans ce poids de la voiture. Donc, déjà, ça... Effectivement, normalement, ce sera prêt à Miami, je crois. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ça devait être prêt au Japon. C'est ce qu'ils promettent. Ça devait être prêt au Japon, ce sera prêt à Miami. Donc déjà, ça va aller mieux. L'aileron avant, a-t-il fait une différence ? Quand je vois les temps d'Ocon en qualification, j'ose me dire que oui. Mais la monoplace, aujourd'hui, est inconduisible. Et comment tu veux avoir des retours techniques avec une monoplace inconduisible ?
Elle glisse de l'avant, elle glisse de l'arrière, elle n'a pas de moteur, elle ne peut pas se défendre. Aujourd'hui, c'est un poids lourd sur la voie de droite de l'autoroute. Elle n'a aucune maniabilité pour se battre dans un championnat du monde de Formule 1. Tu regardes les vieux on-board, c'était à qui Gasly se battait, je me souviens plus. Peut-être Sargent, je sais plus. Tu vois les vieux on-board de Pierre Gasly à la sortie du dernier virage, mais la voiture, c'est Holiday on Ice, elle termine à Osaka. C'est Philippe Candeloro, quoi. C'est pas Pierre Gasly. C'est fou. Et puis, dans le T1, les pilotes dépassaient l'Alpine à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'on en est là, en fait. C'est une monoplace qui, aujourd'hui, n'a pas d'équilibre, n'a pas d'avant, n'a pas d'arrière, n'a pas de moteur. Bon, bah c'est poubelle. Parce que tu veux partir de cette base-là pour améliorer quelque chose. Alors, je veux bien, ils vont peut-être gratter, oui, sur Williams, ils vont peut-être gratter sur Haas, peut-être gratter sur Racing Bull. Ce qui serait déjà incroyable, hein, au vu de la situation actuelle. Mais on n'a pas le droit d'oublier l'ambition d'Alpine. On n'a pas le droit de se satisfaire, et Ocon est très conscient de ça, on n'a pas le droit de se satisfaire d'une qualif en Q2. On n'a pas le droit de se dire qu'au moment où ils seront revenus à la lutte pour la qualif en Q3, ce sera déjà bien. Non, Renault et Alpine, au moment où ils reviennent en Formule 1, veulent revenir pour le titre. C'est pas Williams, c'est pas Haas, c'est pas Racing Bull. C'est une écurie constructeur qui ne doit pas être ici. McLaren, quand ils étaient en bas, quand ils sont revenus 4e, Zak Brown ne s'en satisfaisait pas. McLaren doit jouer le titre. Alpine doit, à minima, jouer les gros. Le plafond de verre. C'était à peine il y a 1 an et 2 mois que Esteban Ocon nous disait « Ah, le plafond de verre, il nous embête. » Vous inquiétez pas, vous en êtes bien loin à l'heure actuelle. Donc, on va peut-être voir des améliorations arriver, mais au-delà de ça, ce sera jamais suffisant tant qu'ils ne lutteront pas pour les places pour lesquelles ils luttaient à minima en 2020 avec Ricciardo et Hülkenberg. J'ai l'impression que ce que tu viens de dire, Brice, c'est complètement obsolète. C'est-à-dire qu'on n'en est même plus là du côté de chez Alpine, Hamza. Il y a tellement de choses à dire. La course, elle est catastrophique. Elle est indigne de Renault et d'Alpine dans leur histoire en Formule 1. Paraît-il, c'est la faute des pilotes parce qu'ils se sont touchés au départ sur la grille. Je pense que quand tu as Esteban Ocon et Pierre Gasly et que tu as une épave pareille, tu devrais t'estimer heureux et chanceux de les avoir. Précision là-dessus. J'estime que la communication n'a pas lieu d'être de la part de Bruno Famin parce que c'est un départ, qu'il peut avoir des touchettes, ça peut arriver. Si ça arrive entre Ocon et Ricciardo, ou entre Gasly et Guan Yu Zhou, ça aurait été un incident de course. Là, c'est un incident. Malheureusement, c'est une touchette avec des conséquences manifestement dramatiques sur la performance de la voiture. Mais on ne va pas me faire croire que la performance de la voiture sur cette Alpine à 100% te permettait de jouer les points. C'est un moyen de communication. Et la précision là sur cet accident à donner, c'est que déjà, la voiture d'Esteban n'a pas souffert en performance de cet accrochage. Donc, on aurait dû voir du coup la différence, et que la voiture de Gasly a perdu 30 points d'aérodynamique, ce qui correspond à un écart qui est insuffisant pour matcher le rythme de Logan Sargent. Ils ont fini à 30 secondes de Logan Sargent. Gasly a fini à plus de 30 secondes de Logan Sargent, et dans les explications... Hors crash de Sargent. Au moment de la sortie de Sargent, il y a quasiment 30 secondes entre Gasly et Sargent, et il y avait, je crois, 17 ou 18 secondes entre Ocon et Sargent, sachant que Sargent, à ce moment-là, prenait plus d'1 seconde au tour parce qu'il s'était arrêté quelques instants plus tôt pour chausser des médiums. Donc potentiellement, s'il n'y a pas ce crash, il peut finir à 40 secondes. C'est par rapport à Sauber, je disais une bêtise, c'est pas par rapport à Sargent, ils finissent à plus de 30 secondes. Enfin, Gasly finit à plus de 30 secondes de la première Sauber qui est devant lui. Les 30 points, ils estiment du côté de chez Alpine, c'est quand même 8 dixièmes au tour. Par rapport... Oui, et il y avait 1 seconde 4 d'écart avec Sargent. Pour Gasly. Exactement. Donc c'est pas suffisant. Ce qu'il faut entendre, c'est que sur le rythme moyen de course, sur l'ensemble de la course, Esteban Ocon, il tourne 8 dixièmes plus lentement que Logan Sargent. Pierre Gasly, du coup, on ne va pas prendre ses statistiques, puisque manifestement, il ne pouvait pas conduire. Pas de problème. Donc je vais prendre juste Esteban Ocon. Esteban Ocon, le rythme moyen par rapport à Max Verstappen, un Max Verstappen dont on ne connaît pas encore tout à fait. Le potentiel maximal de sa voiture et de sa performance avec cette voiture-là. Il y a 2,7 secondes perdues par Esteban Ocon par tour sur Max Verstappen. 2,7. C'est une F2 en fait.
C'est une chicane mobile, non mais tu sais, on en parlait. Je suis désolé d'appuyer là où ça fait mal. Mais quand tu vois, mais même avec les voitures, c'est une HRT 2024. Quand tu vois sur le deuxième relais, je crois. Parce qu'au final, la course part bien. Esteban Ocon joue presque les points. Il est dixième après le deuxième départ. Sur ce deuxième relais, oui, c'était des chicanes mobiles. Il n'y a pas d'autre mot. Sur toute la course. Parce que dès qu'Ocon se retrouve dixième, dès le premier tour, il s'est dépassé en fait. On aurait dit une course d'endurance, c'est l'MP1, l'MP2 où tu dois te défaire des voitures plus lentes que toi. Et pour en revenir à ce que je disais sur les pilotes et sur la communication que moi j'estime pas bonne de Bruno Famin, en toute humilité, c'est que aujourd'hui, les seuls qui peuvent te sortir de cette problématique, de te faire passer d'une 14e place lorsque tu as 5 abandons et que tu es condamné à terminer 13 et 14 ou 14 et 15 à potentiellement une 10e place sur un miracle, ce sont tes pilotes. Pierre Gasly en qualif, il fait le 17e temps et pas le 20e temps. Entre la 17e et la 20e place, il y a 24 millièmes. Entre Gasly 17e temps et Guan Yu Zhou et c'est 2 lignes, 20e temps. Ça fait 2 lignes. 4 places en qualif, c'est ce que peut apporter un pilote. C'est ce qu'on dit depuis le début de saison. Le fait d'avoir des écarts resserrés en fait partout fait que l'importance et l'influence du pilote sur la qualification sera primordiale. Concrètement, à Monaco, ça peut te permettre de jouer ou non des points si devant tu as des abandons, évidemment. On parle beaucoup de la radio de Stroll. T'as écouté la radio d'Esteban Ocon ? La radio d'Esteban Ocon quand il s'agace. En fait, il faut aussi parler du contexte. C'est vrai que sur le coup, tu comprends pas. Ouais. Et enfin, la frustration d'Ocon, elle est terrible à entendre. Mais on lui dit ça à ce moment-là parce qu'en fait, tous les autres pilotes s'arrêtent et qu'il y avait la possibilité de ressortir devant. Bon, ressortir devant, pourquoi faire si c'est pour te faire dépasser un peu sur les 20 ou 30 derniers tours. Mais il y a trop de... En fait, j'ai beaucoup de peine pour les pilotes. J'ai beaucoup de peine pour les pilotes parce qu'on sait qu'ils sont des pilotes qui peuvent remporter des courses si tu leur donnes le matériel. Ils l'ont prouvé par le passé, qui peuvent jouer des podiums même sans le matériel. Même sans le matos. Oui, sans le matériel. Après, avec des circonstances plus ou moins. Mais on le sait, on le sent. Et c'est pas une histoire de cocorico. Non, il y a des pilotes, il y en a plein sur la grille. Ils n'ont pas le matériel d'eux, mais si tu leur donnes, effectivement, tu penses qu'ils peuvent. Et Ocon et Gasly font partie de ces pilotes-là. Et au-delà même de leur situation contractuelle et de ce que tu as envie ou ce que tu espères voir pour eux en 2025, oui, la frustration, de la même manière que lorsque Fernando Alonso pilotait pour McLaren et qui se retrouvait à dire à chaque... il s'est sorti en Q1 et après chaque qualif, c'était le meilleur tour de ma carrière. Mais en fait, c'est un sentiment que l'on ne peut pas comprendre et que l'on ne peut pas imaginer pour des pilotes qui ont connu la victoire. Mais aujourd'hui, et je le redis encore une fois, il va être important justement de ne pas te mettre à deux tes pilotes. Parce que si en plus, dans cette situation dramatique, sportivement, j'entends sur la performance, sur le développement, si en plus tu te mets à dos tes pilotes, en fait il ne reste plus rien. Et aujourd'hui, oui, j'ai de la peine pour les pilotes, j'ai de la peine évidemment pour les gens à Viry qui bossent et qui soit ne comprennent pas, soit sont en train de bosser pour et espèrent mais n'ont pas la certitude. Ok, mais en tant que patron aujourd'hui, tu te dois justement de rassembler et pas de chercher des coupables et de les jeter derrière sous le bus, quoi. Exactement. Tu parlais de la com. On va regarder les éléments de com. Vous l'avez évoqué. Il y a 2 déclarations qui dénotent et qui sortent du lot, en tout cas dans ce week-end. La première, c'est celle d'Esteban Ocon, qui a été cash au micro de Canal+ dans l'émission Formula One. C'était un bon test pour voir exactement où on en est sur une piste vraiment dure pour les voitures. On a fait un bond en avant en qualif, mais on n'est pas où on veut être en course. Il nous reste beaucoup de boulot à faire. En course, on a même fait un pas en arrière aujourd'hui. Que l'on soit inquiet ou non, ça ne change rien. On doit bosser tête baissée. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'Esteban Ocon, malgré ce marasme ambiant et cette situation dramatique et catastrophique, est-ce qu'il n'est pas en train de tirer un peu son épingle du jeu ? Moi, je trouve que oui. Je trouve que dans l'attitude et dans le fait de se donner à 100%, j'ai l'impression qu'il est moins découragé que Pierre Gasly. C'est peut-être une impression. En attendant, les faits le prouvent sur le 4-0 en qualification. C'est vrai. Dans le sens, de toute façon, c'est une épave, 4-0 la voiture. en qualif ? Ah oui ? Ouais. Ok. Mais du coup, tu me mets le doute. Non, mais en fait, j'ai pas vu la stat. J'ai lu le 4-0. C'est 4-0, c'est ça. Okay. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais ça se trouve, j'ai mal lu. Mais en attendant, moi, je le vois au-dessus de Pierre Gasly. Les 2 Q2, c'est lui. Les potentiels moments où on se dit peut-être une lueur sur les points.
Genre l'Arabie Saoudite. Bah ouais, et Ouais, non, puis- mais c'est vrai. mais même là, en Genre fait, là, si le elle- départ, le premier tour, tu le vois 10ème, tu te dis il est en pneu dur, tu Bah te dis oui. mais en fait ça peut être jackpot, tu sais que tu as un pilote fiable qui ne commettra pas d'erreur, donc potentiellement tu peux arriver sur une 30e tour, tout le monde s'arrête, il n'arrive pas à passer Ocon. En fait, Regarde. j'allais dire au 4e tour, mais même pas, dès le 2e tour, tu comprends. Quand est-ce qu'on a fait l'éloge de Alex Albon? Pas chez Toro Rosso et pas Chez chez, et pas chez Red Bull. Chez Williams, quand il se démarquait avec une voiture mauvaise. Donc peut-être qu'effectivement, l'un des deux peut tirer son épingle du jeu. En tout cas, bon, c'est pas assez significatif à l'heure actuelle, mais Esteban Ocon montre certaines choses. Après, on va peut-être essayer de tempérer et au moins de voir un peu la lumière au bout du tunnel. C'est Suzuka. Quand ta voiture est mal née, Suzuka, c'est un enfer. Et C'est un bon test du coup, comme dit Oui, Ocon. mais- oui, Ça veut mais dire que tu vois avoir que t'es Suzuka bien dans la en- merde, pardon. avoir sur les Suzuka en mots début de saison, c'est aussi un peu un effet négatif. d'expression. C'est que tu te retrouves avec une voiture qui a 4 Grands Prix, alors que quand tu l'avais en fin de saison, t'as une voiture que t'as fait évoluer, que t'as comprise et qui peut aborder un Suzuka de façon plus sereine. Suzuka, c'est un comme dirait Jean-Louis Moncet, c'est un juge, de paix. C'est un juge de paix. Et si tu abordes un juge de paix avec une voiture que tu comprends pas et qui va mal de partout, effectivement, l'écart s'en ressent encore Ouais, mais plus. la Brice, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que il y a eu des nouveautés sur cette voiture en essai libre. J'ai amené un point positif. Ouais, mais c'est là où tu vois, c'est en essai libre, les pilotes n'ont même pas pu voir s'il y avait des effets avec ces nouveautés parce que justement ils étaient concentrés sur la mise en température des gommes qui était très compliquée apparemment. Et derrière, Esteban Ocon te dit à la fin de la course, ah oui, on arrive avec des nouveautés, mais j'ai l'impression qu'en rythme de course, on a fait un pas en arrière. Mais t'as vu, ils étaient déjà bien en arrière, nos amis de chez Alpine. Tu Oui, vois, mais c'est ça qui est inquiétant. Est-ce que le rythme de course Ça veut dire qu'on ne comprend pas en fait, on sait les problèmes, mais on n'arrive pas à les résoudre, on n'arrive pas à comprendre les solutions qu'il faut apporter à cette voiture. C'est ça qui est peut-être plus inquiétant. Est-ce que le rythme de course encore plus lent à Suzuka vient pas du fait que c'est Suzuka et que justement, en fait, chaque virage met en difficulté ton package beaucoup plus que d'autres circuits où tu as 2 ou 3 virages qui font la différence, alors que sur le reste du tour, l'Alpine est à peu près correct. Là, à tous les virages, dans les S, il y a moyen qu'ils perdent 8 dixièmes. Ouais, mais donc- c'est cata de te dire ça sur l'aéro, sachant que tu as un moteur qui accuse un déficit de 15 à 20 chevaux. Enfin, ça, les problèmes, ils sont partout. mais oui, voilà. tu Ah, mais vois, ça c'est oui, ça le problème. ça oui, mais c'est ce que Suzuka prouve. C'est que Ça veut pas dire que les évolutions sont mauvaises. Ça veut dire que tu amènes tes évolutions à un moment qui va être critique Ouais, dans tous les bien cas. Qui te dit que prochain Grand Prix c'est Chine, oui, puis bref. Mm. Qui te dit qu'à Shanghai, ouais non Shanghai remarque, ça va être compliqué rien que dans le T1 déjà. Mais qui te dit qu'il y a un moment donné où cette Alpine elle aura pas une fenêtre. Quand je dis une fenêtre, on va se détendre, hein, pas jouer à Aston Martin. Hein. C'est un V6 DAS et c'est un V6 DAS à barreaux. Mais qui te dit qu'elle déjà aura un abandonné Velux Non, mais la dernière place au championnat. Oui, Juste en terminant 12ème. mais ça c'est possible et c'est possible avec ne serait-ce que l'arrivée au poids qui va quand même faire gagner vraiment quand ils vont arriver au poids ils devraient matcher normalement à minima les As en qualification et peut-être même les Racing Bull, tu vois, enfin non, les Racing Bull plutôt que les As. Donc je sais pas, j'essaie de me dire que quand même là évidemment c'est facile de leur tirer dessus et on leur tire dessus parce que la voiture elle est cata, elle est nulle part, mais qu'il y a quand même des options, il y a quand même des choses à voir qui sont qui sortent du prisme Suzuka et qui sortent du prisme on a amené une Evo qui ne marche pas. L'Evo elle marche en rythme pur, mais avec une voiture lourde, instable sur un circuit qui demande de la stabilité aérodynamique, Et détruit par les évidemment pilotes. c'est foutu quoi. Tu parlais de la com de Bruno Famin. Regardez cette déclaration de Bruno Famin qui nous parle justement du travail à abattre du côté de chez Alpine. Nous poussons autant que nous le pouvons dans les 2 usines. À Viry pour la gestion de l'énergie, qui est le seul moyen de trouver de la performance par la réglementation, donc au niveau du moteur. Et à Enstone, bien sûr, sur les développements de l'aérodynamique et de la compréhension des pneus. Ce que j'essaye d'apporter et qui manque souvent, c'est du bon sens. Nous devons vraiment changer notre façon de travailler afin de mieux développer notre voiture. Nous devons être plus agiles, nous devons être plus efficaces. J'ai un coup de gueule sur Alpine de base et sur ses dirigeants. Et après, il faudra qu'on avance. Ouais, mais on nous a vendu une performance moteur décuplée en compensation d'une fiabilité mauvaise en 2022. Et c'est ce qui s'est passé. Et on y a cru. Et aujourd'hui, on vient chez Alpine se plaindre de ne pas pouvoir faire évoluer ce moteur en pouvant jouer que sur le RS, alors que on se targuait et on se vantait d'avoir mieux compris
la réglementation que les autres en faisant un moteur surpuissant qui, du coup, allait être fiable que dans 2 ans. Au final, on se fout de notre gueule. Et c'est le Communication Racing Team. Mais les résultats, les délivrables, ne sont pas là. Les 100 courses, les réorganisations. Il y a toujours une excuse, il y a toujours un plan, il y a toujours quelque chose. Mais à la fin, il n'y a jamais de délivrable. Jamais. Donc... Le mot de la fin rapidement, Hamza, sur cette affaire Alpine. Rapidement, au championnat constructeur depuis 2023, Piastri est devant Alpine. Oh, tu me l'as piqué. Voilà. 133 à 120, c'est ça ? C'est ça. Elle est belle cette stat. Elle fait beaucoup plaisir, j'imagine, à Oscar Piastri, un petit peu moins au board d'Alpine et de Renault. Petite pause dans cette émission, les gars. Vous savez qu'on a un partenaire, un commanditaire, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Ce commanditaire s'appelle Winamax. On est en émission après les qualifications avant le Grand Prix, justement pour parler de Formule 1. On a eu l'occasion de faire une émission spéciale pour évoquer la grille 2025, celle que l'on voulait voir avec F1 Loop, avec également Monsieur Lucas par les fins. Brice était présent. Et on a évoqué ce qui a été le grand buzz de ce week-end, le retour de Sébastien Vettel. Est-ce qu'il faut y croire ou pas ? Monsieur Loop, lui, y croit. Et j'attends bien sûr vos réponses juste après ça. J'ai jamais considéré que c'était impossible de le revoir en Formule 1 et on avait débattu de cette question avec Brice quand on avait fait l'émission sur Hamilton chez Ferrari. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours considéré que les raisons officielles pour lesquelles il était parti, c'est-à-dire... Je vais y aller caricaturalement, mais l'écologie, le modèle type Formule 1 actuel et le fait de s'occuper de sa famille, j'ai toujours considéré que c'était des vraies raisons, mais des raisons beaucoup plus secondaires que ce qu'on pensait. Si Vettel, en 2022, avait eu une AMR 22 capable de jouer les podiums, je suis persuadé qu'il serait resté. En fait, je pense que Sébastien, en fait, c'est ça qui est un petit peu perturbant, c'est que les rumeurs sont en train de revenir dans le chef de Sébastien Vettel pour un baquet chez Mercedes, mais pour autant, j'y crois de moins en moins. Vettel, faut pas oublier une chose, c'est que depuis quelques jours, il est en promotion d'une boisson, boisson pour sportifs. J'ai l'impression qu'il fait un peu de promo là-dessus et qu'il joue aussi de ce genre de déclaration un peu ambiguë pour laisser planer un retour. Je ne dis pas qu'il ment, je ne pense pas qu'il mente, honnêtement, je pense pour le coup, il est vraiment honnête. Je pense que la piste est beaucoup moins chaude que ce qu'on pense. Mais pourquoi je verrais Vettel chez Mercedes ? Parce que, alors évidemment, c'est pas la priorité pour Toto Wolff. Toto Wolff aimerait plus Verstappen. Je pense que s'il pouvait récupérer Alonso, il récupérerait Alonso. Je pense même que s'il pouvait récupérer Sainz, Brice en parlera tout à l'heure, il récupérerait Sainz en priorité par rapport à Sébastien Vettel. Mais je ne suis pas sûr que ces trois-là, pour les raisons que tu as évoquées, Brice, tout à l'heure, voudraient forcément aller chez Mercedes parce que le baquet perd en valeur. Ce qui me fait dire que Vettel pourrait potentiellement aller chez Mercedes, c'est que le départ de Lewis Hamilton a laissé 2 trous béants. Un trou d'expérience, dont on va avoir besoin pour essayer de relever un petit peu la tête chez Mercedes. Et deuxième chose, un trou en termes de marketing et de communication. Ambassadeur. Voilà. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal de voir Lewis Hamilton partir, même si on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier pour essayer de le conserver. On est tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça, il va falloir le conserver. Donc, il me semble que c'est une éventualité plausible. Très personnellement, à l'heure actuelle, je n'y crois pas trop, mais je pense que ça valait le coup qu'on en parle quand même, parce que Vettel a défrayé un peu la chronique ces derniers temps. Voilà. Il est bon ce monsieur Loop, et on aime ses avis avisés dans les pistonnets. Hamza, le retour de Vettel en Formule 1, est-ce que c'est quelque chose, parce que là on a le romantisme, j'ai envie d'aller voir un petit peu le pragmatisme, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut y croire ? Avant toute chose, je commencerai par dire que je ne crois pas, mais absolument pas, à la communication de Toto Wolff. D'accord. Voilà, toutes les Max Verstappen et la priorité, c'est du... Je le vois, mais comme un bluff, mais monumental. Aujourd'hui, il n'a pas la voiture pour se permettre de dire à Max, t'es la priorité. Enfin, il n'a pas le pilote non plus. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression, je vois Toto Wolff nous montrer la Lune, donc dire ah regardez, et tout le monde regarde la Lune, et puis il est en train de faire un soum-soum, c'est bail. Je vois tout le monde s'exciter autour de la communication de Toto, à Verstappen, à Vettel. Ok, c'est peut-être moi qui suis trop méfiant, mais je le sens pas sincère, quoi. Enfin, je sens vraiment une communication. Et pour revenir très rapidement sur Sébastien Vettel, je vois pas l'intérêt qu'il aurait de revenir si c'est pour jouer des top 8 ou des top 10. Aujourd'hui, si tu lui offres une voiture qui joue le podium, je pense que ça peut le motiver. Si c'est pour jouer milieu de grille, ou après on sait pas, en 2026 peut-être. Mais si tu lui offres ce fameux projet,
Je sais pas. Projet d'ambassadeur de Mercedes en Allemagne, etc. Enfin, c'est crédible, ça le rend pas plausible. D'accord. Mais Vettel, tu le vois revenir pour 1 an, 2 ans? Bah, Moi, si je le revois revenir, Schumacher revenir pour 1 ou 2 ans. C'est pour. Bah, il est revenu 3 ans en l'occurrence, et Oui, il mais- aurait pu, et il a performé sur sa 3e année au moment où on lui a dit c'est terminé. Vettel, s'il revient, j'aimerais bien le voir sur un projet 3, 4 ans, 5 ans, sauf qu'il y a un petit qui pousse. Je suis pas sûr que lui, on le fasse attendre 3, 4, 5 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, la communication Le petit, Toto c'est Wolff, Kimi Antonelli. Hein, bien la sûr. communication Ouais, Toto pas Wolff, chez c'est on n'a pas pu prolonger Hamilton parce qu'il y a un Ça, petit c'est qui Jack arrive Wolf. et du coup, voilà, là aussi, mensonge le plus total, mais peu importe. Mhm. On veut refaire l'histoire, moi j'entends cela. Donc, mais je vais rentrer dans ce jeu du coup. Si tu veux rentrer dans cette communication mensongère à dire on n'a pas pu prolonger Hamilton de plus d'1 an parce qu'on surveille Antonelli, Oui, pourquoi tu vas aller chercher Vettel et le coffret et sur lui, 3-4? voilà, c'est ça. Donc, Non, t'as raison. Ça s'entend, ça se tient en tout cas. Et je vous rappelle que mercredi, on aura un grand débat sur l'homme qui a peut-être refusé Mercedes, Fernando Alonso. Ça, c'est quand même l'une des bombes de ce week-end. Tu t'habilles plus qu'en vert quand même depuis 2 ans. Non, là, on est plus sur du marron, mais je prépare la suite. Ouais, bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ah ouais, faut vraiment que j'aille chez Optique 2000 là. Daltonien. Ouah, c'est... Troisième enseignement, les gars. Parlons d'une ancienne écurie de Fernando Alonso. Parlons de McLaren. On attendait beaucoup des McLaren ce week-end, très à l'aise dans les enchaînements rapides l'an dernier qui leur avaient permis de signer, on le rappelle, un double podium et de terminer à 17 secondes des deux Red Bull. Eh bien, le statut a été confirmé par des qualifications prometteuses qui les avaient placés samedi en deuxième force devant Ferrari. Mais dimanche, non seulement la McLaren n'a pas été souveraine en termes de rythme, je disais, elles ont terminé à 17 secondes de Red Bull l'année dernière, elles étaient à plus de 30 secondes là ce week-end. Mais en plus, les papayes se sont pris les pieds dans le tapis niveau stratégie. On peut saluer le premier arrêt anticipé qui a semé la zizanie et permis à Norris de prendre la deuxième place de Pérez. Mais personne n'a compris pourquoi il s'est arrêté en même temps que Leclerc au 26e tour, après seulement 15 tours passés sur les gommes dures. Pourquoi McLaren s'est focalisé sur Russell et Mercedes? Sans ça, Norris aurait-il pu finir devant Leclerc? Et puis, question importante les gars, oserez-vous avouer que le week-end d'Oscar Piastri vous a laissé sur votre faim? parlons de tout ça. McLaren, franchement, c'est l'immense déception de ce week-end. C'est exactement le mot que je m'attribue pour McLaren, déception. Depuis le début de saison, je me dis, j'ai quand même hâte de voir ces McLaren bien qualifiés. Parce que malheureusement, avec leur vitesse de pointe, dépasser est compliqué. On l'a vu en Arabie Saoudite avec Piastri sur Hamilton et même Norris à un moment donné sur Hamilton, c'était pas possible. Et déjà, Hamilton, la vitesse de pointe, elle n'était pas énorme. Et là, il se qualifie bien. Tu te dis, je vais pouvoir enfin voir ce rythme de course de McLaren qui, pour moi, très sincèrement, était équivalent à Ferrari. Parce qu'on l'a vu sur des relais, Norris Leclerc, Norris Sainz, c'était équivalent. La vérité, c'est que le rythme de course équivalent ne veut pas dire dégringoler. Ne veut pas dire ne pas dégringoler. Pourquoi ? 1, elle est plus gourmande en gomme. Et 2, j'ai l'impression de retrouver en termes de peur, effectivement, de bégaiement, les stratèges de Ferrari il y a 2 ans. Parce que, certes, on tente, comme tu l'as dit avec Norris sur l'undercut. Mais derrière, qu'est-ce que c'est que cet arrêt quand Leclerc s'arrête ? Je veux bien qu'on couvre Russell, mais Russell va se réarrêter. Norris ne va plus s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on fait ça ? Je comprends pas. Bref, effectivement, guidé par la peur. On l'arrête après, j'ai pas les chiffres, peut-être comme ça tu les as, 13 tours en hard ? 15 tours en hard ? Qui a compris ce move ? Je ne le comprends toujours pas. Norris lui-même l'a pas compris. Stroll termine la course en faisant 18 tours en soft. Voilà. Ça dit Mais, tout. comme dirait Samuel Eto'o, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, moi, ils m'ont extrêmement déçu. Mais pas, encore une fois, Norris, pour moi, il a fait une course parfaite avec ce qu'il pouvait faire. Mais par contre, on lui a détruit sa course. Est-ce qu'il pouvait justement espérer finir devant Charles Leclerc s'il n'y avait pas eu ce cafouillage au niveau de la stratégie, Oui. ce manque de Oui, confiance? parce que le rythme est bon. Oui. Et alors, oui. Et du coup, non, Yes. mais Si. yes, c'est. Hey. J'ai. C'est vraiment une bataille là. Zim. Les gars, on manque un petit peu de temps. Oui, je sais. Non, Piastri, par contre. Piastri. On peut en parler Ouais. et de ce move sur George Russell, à qui est la faute, incident de course.
Non, j'ai même pas compris l'ouverture d'une enquête. Non, oui, non, mais Enfin, ça ouvre des enquêtes pour des bêtises, mais par contre, en essai libre, quand les gens roulent à 30 km/h sur la trajectoire, là. Ou quand Alonso coupe tout à Abu Dhabi 2018. Bref. Ou en Russie, mais c'est plus On a réouvert le débat ce week-end. Non, Oscar Piastri, c'est quoi, 20. On a fait quoi, 5 Grands Prix, 5e Grand Prix, donc ça fait 26 Grands Prix depuis. Et j'ai pas souvenir d'une erreur, donc j'ai l'impression que c'est sa première erreur en carrière en Formule 1 qui lui coûte une place. Ou alors, il y a eu des erreurs quand même. Là, tu parles de quoi? Dernier tour, l'avant-dernier tour sur la chicane et ce qui permet à Russell de. Ok, passer. alors moi je te parle pas de ça. C'est le rythme. Ouais. C'est la gestion des gommes. En fait, il y a eu un tweet de McLovin qui est très bon d'ailleurs, et sur lequel je souscris. Il dit autant on s'est permis de l'encenser en tant que rookie à ne pas faire d'erreur, autant en tant que sophomore pour les fans de basket, il va quand même. La question Piastri, si ça continue comme ça, je parle pas du fait qu'il est pas assez bon quoi. Hein. Non, mais la question du rythme par rapport à Norris va se poser dans quelques courses quand même. Parce que il est quand même un peu à la rue sur cette course-là en termes de rythme. Alors, encore une fois, il a 27 courses et il n'est pas responsable d'en avoir que 27 ou 26, comparé à Norris qui en a plus de 105, 110 maintenant. Mais... Et 14 podiums. Et aucune victoire, c'est ça que tu veux dire mais je sais pas, je le trouve en dedans. Je le trouve moins performant que Norris, point barre. Et c'est pas ce à quoi on s'attend de sa part. Ou est-ce qu'on n'a pas placé le standard des promesses Oscar Piastri un petit peu trop au bout de la première année? Bah en même temps, vu la première année qu'il fait... Complètement. Alors, en fait, on base sa première année... Si on ne s'enflamme pas sur sa première année, c'est parce qu'on doit s'attendre à une évolution en deuxième. Ça fait que 4 courses, mais encore une fois, je pense que le débat s'ouvre dans 5-6 courses si il n'est pas à minima en train de joindre Norris en course et d'amener les McLaren en tir groupé. Il termine quoi, 9e ? Ouais. Je trouve ça décevant quand Norris fait 5. Surtout avec 2 Mercedes devant. Pardon, excuse-moi, t'as raison. Il y a une Mercedes derrière, oui. Oui, t'as Tsunoda et t'as Hamilton derrière lui, ouais, tout à fait. Hamilton qui avait une monoplace sans doute endommagée sur l'aileron avant à cause d'un accrochage avec Charles Leclerc au début. La monoplace n'aide pas parce qu'il n'y a pas de vitesse de pointe, mais Norris a la même. Donc... Quand je dis est-ce qu'on en a déçu. Est-ce qu'on en attendait pas un peu trop, Russell nous a épaté lorsqu'il est arrivé en Formule 1 et aujourd'hui on voit que la Formule 1 est un sport aussi peut-être un peu à maturité tardive. C'est la même chose avec Charles Leclerc, c'est la même chose avec Lando Norris. Est-ce que ces gars-là, faut pas leur laisser un petit peu de temps? C'est-à-dire qu'on a été dithyrambique sur une première année. Est-ce que maintenant, il faut pas que l'expérience rentre en ligne de compte? Je sais pas, c'est un peu trop sage, non? D'accord, ok. Non, il se base sur Max Verstappen, lui. Sur Lando Norris surtout. Non, mais attends. Max Verstappen, il a mis 5 ans. Mais rappelons quand même l'histoire autour de Max. On va pas aujourd'hui, il y a record de précocité, etc. C'est crash, c'est. Mais 2016, 2016, c'était l'enfer. Hein. Complètement. Donc non, moi je. Et puis enfin en face, il a le 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren quoi. Enfin t'es lourd. Moment, t'es lourd. Je sais pas, une pièce dans le jukebox là. Non, pour redevenir sérieux. Bizarrement la saison dernière, c'est vrai que Piastri avait aussi eu des difficultés à Suzuka. Alors je sais pas si c'est peut-être la piste qui lui convient moins, sachant que la saison dernière le Japon était en fin de saison, donc il avait déjà une vingtaine de courses ou peut-être un peu moins d'expérience. Il part 2, il finit 4, non, c'est ça? J'ai plus en tête. Non, ils font double podium. Ils font double podium. Il part 2, il finit 3. Oui, il termine 3, c'est ça, il termine 3. Mais il y avait eu un écart assez important, notamment avec Lando Norris. Mais enfin, que voulez-vous lui reprocher sur le début de saison à Oscar Piastri? Il est encore en phase d'apprentissage. Enfin, il faut... Ah donc tu dis la même chose que moi, alors, ça veut dire. France Toast. Tu me dis non, mais il est depuis 5 ans. Non, mais attendez, depuis 5 ans. Non, je dis. Quand tu dis est-ce qu'on a été trop dithyrambique à son égard? Non. Non, pour moi, maintenant il va falloir faire preuve de patience. 25 premières courses
On a été, en tout cas, moi j'estime avoir été juste, en tout cas. J'ai pas dit qu'on a été trop dithyrambique, j'ai juste dit que peut-être que comme les autres, le F1 est un sport à maturité tardive. Depuis faut lui 5 laisser un ans peu de ou temps. 6 ans maintenant, ou je ne sais plus combien de temps qu'on travaille sur cette émission des pistonnés. 6 ans. Depuis 5 ans ou 6 ans, 5. on ressort à chaque fois Sixième le année. France Toast, il estime qu'il faut 3 ans à un pilote. Donc pourquoi est-ce que pour Oscar Piastri, après 25 courses, en fait peut-être que ce pilote il est surcoté. Peut-être que- jamais dit ça. Je parle pas de vous. 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 Ça va, Riolo J'envoie des messages à la populace. Oh, Ça va, c'est content. mais tu parles mal en plus. Non mais Tu parles à ceux qui sur TikTok disent par exemple que Leclerc est désavantagé par rapport à Sainz, c'est ce public-là qui n'est pas celui des pistonnés, je te Norris rassure. est le 3e meilleur pilote McLaren de l'histoire. Donc tu parles à The Race en fait. Non mais oui, par exemple. Non mais encore une fois, il faudra attendre peut-être 60 courses. Moi j'ai souvenir d'un Lando Norris qui encore une fois reste la référence chez McLaren puisque le projet a été bâti autour de lui. D'un Lando Norris qui sur sa 3e, sa 4e saison faisait aussi des bévues. Enfin je trouve... En fait j'ai l'impression qu'on attend du coup désormais qu'Oscar Piastri commette des erreurs pour lui tomber dessus. Moi si vous voulez... Pas du tout, au contraire. Je trouve juste que pour un début de carrière sur ces 25 ou 27 courses qu'il a disputées, pour un rookie et pour un début de saison d'année 2, c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, la McLaren, aujourd'hui, peut-être qu'en qualification, le fait de partir, il part quoi 7 je crois, Ouais. en qualif. Non, 6. Ah. Alonso 5, Piastri 6. Et Il est sur la ligne impair, il me 7, semble. Non, il me semble que c'est 7. Qui Je vais te dire ça Non, mais immédiatement. quasi Il sûr. termine... Ouais, t'as raison, il part 6. Donc 6e, Norris il part 3e. Et il y a je crois 2 dixièmes d'écart, ce qui est je crois l'écart le plus important en qualification cette saison entre les deux pilotes. Et encore une fois on le redit, il y a un tel resserrement entre les équipes que perdre 1 dixième peut te faire passer de la 5e à la 8e place. Que de perdre 2 dixièmes, c'est une deuxième ligne qui s'échappe. Ok, tant pis, c'est raté. La Chine, il va découvrir la Chine comme beaucoup d'autres pilotes, mine de rien. Est-ce que Norris... Non, Norris, je crois, a déjà piloté. Il l'a fait en 2019. 2019. Ouais, il a déjà piloté. Et puis on va arriver sur des circuits européens qu'il connaît davantage, et à ce moment-là, on verra. Et puis les évolutions McLaren, et puis aussi peut-être que cette voiture... On verra. Moi, je n'ai pas tendance à m'enflammer. Et si la question c'est est-ce que c'est toujours un chapeau 1, moi je le mets toujours chapeau 1 Piastri. Eh ben c'est très bien, c'est la réponse qu'on attendait. 4e enseignement les gars, est-ce que lui pourrait s'inviter dans le chapeau 1 dans cette saison 2024? C'est Yuki Tsunoda. Est-il enfin devenu bankable, notre ami le pilote japonais qui évoluait bien sûr à domicile, le japonais souvent tensé dans cette émission et qui figure pourtant parmi les pilotes les plus impressionnants dans ce début de saison. C'est une question d'ailleurs que je vous pose. Lui qui s'est qualifié pour 50 millième de mieux une 3e fois consécutive en Q3 aux dépens de son coéquipier Daniel Ricciardo. Au final, il inscrit 1 point devant ses supporters et devient d'ailleurs le premier pilote japonais à marquer des points à Suzuka depuis Kamui Kobayashi, c'était en 2012. Le Valois représente en effet. Saint-Lazare, exactement, c'était Jean-Louis Moncey qui a sorti ça, qu'on pouvait souvent le croiser du côté de Saint-Lazare. Au-delà du résultat, c'est l'impression aussi bien sûr qui compte. Lui qui a connu comme Ricciardo un premier départ chaotique, bien aidé par la stratégie parfaite de Racing Bull sur le 2e arrêt qui lui permet quand même de gagner 3 places. Et puis Yuki qui a fait partie des pilotes qui ont dépassé dans les S, qui méritent toujours un point bonus dans les pistonnés, il faut le dire. Les cas, est-ce que ce Yuki est devenu enfin bankable? Est-ce qu'il est enfin impressionnant à vos yeux ou non? On en fait toujours Impressionnant, il l'a été à la première course. Mm-hmm. À sa toute première course. Et il l'est de façon sporadique, voire pour les plus gentils, régulière. Ce qu'on a toujours reproché à Yuki Tsunoda, c'était un manque de consistance et de maturité. Et c'est juste ça que je vois depuis le début de saison. Il est consistant et il est mature. La manière dont il a abordé ces 4 Grands Prix-là, et il va falloir qu'on ouvre le débat, mais en souillant Daniel Ricciardo, parce que c'est une souille absolue. Pas forcément autant ce week-end, mais en qualif. Aujourd'hui, Tsunoda est un pilote qui, à la fin de saison, peut se déclarer avec un CV de « je suis à maturité pour rejoindre n'importe quelle écurie et je peux travailler de façon sérieuse, rigoureuse et performante et vous apporter un plus pour une autre écurie ». Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu pour Tsunoda. À la fin de saison, il y a de fortes chances quand même, avec le départ d'Honda, que Tsunoda ne soit plus soutenu au sein de la maison Red Bull, sachant que Marco veut ramener Adjar Lawson. Bref, là, il est en train de faire ce que Carlos Sainz fait chez Ferrari, c'est-à-dire montrer qu'il est employable. Il a une employabilité avec
des dépassements. Le dépassement sur Magnussen, il est magnifique parce qu'il est préparé. On louait Lando Norris l'année dernière dans son dépassement au Mexique sur Russell. Là, c'est magnifique aussi dans les S. Il est calme à la radio. Il félicite son écurie. Il n'est pas en position capricieuse et on va dire impulsive. Moi, je ne reconnais pas le pilote que j'ai vu pendant 3 ans. Et pas en termes de talent. Hein. C'est en termes de... en fait, aujourd'hui, je vois Tsunoda 12e avec un bon rythme. Je pense qu'il peut finir 9e ou 11e ou 10e, pardon. Et je me dis... Et en plus, il va le faire, tu vois, vraiment. Donc, oui, il y a un step de passé. C'est pas sur cette course-là. C'est un bilan des 4 premières, je pense, qui est illustré par cette course-là. Et chapeau à lui, parce que après 3 ans, je ne pensais pas que ça serait faisable. Hamza, ton avis sur Yuki Tsunoda, cette course, c'est ce point à domicile et son aspect bankable? Parce que je comprends ce qui est devenu bankable à t'écouter, Brice. Bankable. S'il est employable. Ouais. Il est toujours moins bankable que Ricciardo, même s'il n'est pas employable. Hein. Pour d'autres raisons. Non, bravo à lui. Il fait un très bon. Dithyrambique. Vous me faites chier. Non, mais en fait, t'as tout dit. Je pense que sur ce week-end, encore une fois, on en revient au même débat. Quand il y a des crashs, il y a une 10e. Enfin, quand il y a des crashs dans le top 5, il y a une 10e place qui va s'ouvrir, ou c'est Lance Stroll qui ne performe pas. En l'occurrence, Stroll n'a pas performé. Depuis le début de saison, c'est Nico Hülkenberg qui chopait les miettes. Ouais. Là, c'est Tsunoda qui les récolte. Enfin, moi, j'ai vu Tsunoda et les autres. Si on parle du flop 5, entre guillemets, donc à partir de... c'est pas mal, je sais pas, c'est Racing Bulls, du coup, on considère, ou As peut-être, les deux meilleures équipes. Il n'y a pas de midfield, c'est flop 5, ouais, top oui, 5. Donc, oui, voilà, il y a 2 pilotes qui se tirent la bourre sur justement ces 20 derniers, parce qu'ils ont la monoplace, encore une fois, pour. Hein, donc, Ocon et Gasly, je les considère même pas là-dedans. Donc oui, tu as Hülkenberg et Tsunoda. Effectivement, Yuki Tsunoda, il fait une belle course. Les dépassements à saluer. La stratégie à saluer aussi de la part de Racing Bulls, parce que quand tu gagnes 3 places, ils sont 5, hein, l'image est impressionnante, ils sont 5 à s'arrêter en même temps, les 5 qui sont c'est en cadeau duel. Ça. Quand tu ressors, franchement là il y a comme une grosse part de responsabilité à l'écurie, et puis après il a eu le rythme pour s'échapper tranquillement, donc non, pas grand chose à dire. Et je vous invite à regarder le décryptage de Franck Montagny sur le départ de Daniel Ricciardo, parce qu'on met toujours bien sûr en parallèle la performance de Yuki Tsunoda et celle de Daniel Ricciardo. Le côté mental, l'aspect mental de Daniel Ricciardo bien effrité, je pense qu'il s'explique aussi également à sa position sur la piste. Je vous invite à regarder ça, c'était sur Formula 1. T'as vu le point de frein de Yuki Tsunoda par rapport au point de frein de Ricciardo? Ça n'a rien à voir, ouais. L'autre, il passe à droite. On peut se dire quand même que le changement de châssis sur la voiture de Daniel Ricciardo a quand même eu quelques effets, notamment en qualification, où ça se joue dans un mouchoir de poche. Mais tu vois, comme le dit Hamza, il y a un top 5. Stroll va laisser des miettes, d'autres vont peut-être laisser des miettes. La 10e place, elle est cruciale pour Racing Bulls et pour As, principalement pour le moment. Aujourd'hui, tu as Magnussen et Hülkenberg d'un côté, tu as un peu Tsunoda tout seul de l'autre. Qui habite 100% des points à 7. Hein. Et Magnussen, tu le mets dans le lot. Il en a mis. Il en a mis un. Ouais. Il est moins loin d'Hülkenberg que ce que peut être Ricciardo Tsunoda des fois quand même. Hein. Oui. En course notamment. Et donc, mais je sais pas, je trouve qu'il joue à 2 contre 1 pour le moment. Ok. Voilà, en tout cas. Après, Magnussen aide avec ses stratégies tortues. Tout à fait. C'est là où il est bon. Il zigzague. C'est là où on l'attend. Les gars, regarde le classement. Constructeur, pilote à l'issue de ce 4e Grand Prix. Vous allez voir que c'est quand même, mine de rien, très serré. 13 points d'écart entre Verstappen et Perez. On voit que Leclerc et Sainz sont encore dans le match. Perez est repassé devant le pilote monégasque. On rappellera que Norris est repassé au classement des pilotes devant son coéquipier Oscar Piastri. Et que Lewis Hamilton compte 1 point de plus que Lance Stroll. Ça, il faudra en parler dans quelques semaines. Et puis n'oubliez pas, regardez les constructeurs, on vous en parlait bien sûr tout à l'heure. Bien cet écart de 21 points entre Red Bull et Ferrari. Il n'y aura pas match, en tout cas dans un premier temps, entre McLaren et Mercedes. Par contre, c'est très serré entre Mercedes et Aston Martin. Et puis derrière, Williams, Sauber et Alpine qui n'ont toujours pas marqué. Alors, on le voit bien, le top 5, flop 5. Hein. Complètement. Top Vraiment. 5, flop 5, tu l'as. Exactement, d'un point de vue bien comptable. Visible. Hein. Voilà pour cette émission, les amis. Prochain rendez-vous mercredi. Mercredi, on va parler du cas Fernando Alonso. Que doit-il faire, Fernando Alonso? Prendre sa retraite, essayer de rejoindre Red Bull, se sacrifier pour aller chez Mercedes ou faire ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière, la stabilité. Ça nous permettra de parler notamment du cas Aston Martin dont on n'a pas assez parlé depuis le début de cette saison. On referme cette émission en vous remerciant parce que vous avez été encore une fois excellent. Pour teaser l'émission de mercredi, alors on enregistre lundi à midi. Il y a
une info, rumeur d'un média, un bombasso, qui vient de sortir, ça concerne Fernando Alonso. Oh Voilà, soyez... on en parlera mercredi. Soyez là mercredi. Mercredi, ce sera caduc et Oui, ce sera ça. démon. Mais au moins, on en parlera mercredi, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, les gars. Vous avez été encore excellents. Je voulais qu'on referme cette émission en ayant deux pensées. La première pour Jules Bianchi, c'était il y a 10 ans, malheureusement, cet accident du côté du Japon, 2014. Et puis pour Heikki Kovalainen, parce qu'on a une culture des pilotes finlandais dans cette émission. Heikki Kovalainen qui a été opéré à cœur ouvert. Les nouvelles sont bonnes, on espère bien évidemment qu'elles continueront de l'être dans les semaines à venir. À très vite, salut. N'oubliez pas le pouce en l'air pour donner de la force à First Team et au pistonné, c'est important.